let's go. Donc bonjour Magali, merci d'avoir accepté sur ce thème qu'on va parler passionnant, donc le proto-langage en hypnose, en transe, et puis aussi on va parler aussi de tout ce qui est un peu télépathique. Finalement tu vas un peu développer tout ça au fur et à mesure, en sachant que surtout attendez bien parce qu'il va y avoir des vidéos de démonstration de ce que tu nous apportes finalement pour montrer comment que ça se passe sur le terrain. J'en profite pour dire aux personnes de ne pas oublier de s'abonner, de partager, de les remercier. On est quasiment à 100 000 vues sur la chaîne. Ça fait 2 ans que les premières vidéos sont sorties, donc c'est pas mal pour une toute petite chaîne. On est quasiment 1200 abonnés, peut-être qu'un jour on sera 10 000 ou 100 000, allons savoir. Mais en tout cas, merci à tout le monde pour les retours, ça a l'air de plaire, ce genre de vidéos comme on va faire aujourd'hui, ou d'autres, les tables rondes, tout ça, enfin les conférences. Ça plaît à beaucoup de monde, donc tant mieux. Magali, je te laisse la parole pour nous parler d'un sujet passionnant. C'est à toi. Donc bonjour à toi, merci de ta proposition de parler de cette pratique. Alors je ne sais pas par quoi commencer, en tout cas oui, effectivement je m'appelle Magali et j'ai découvert, alors toi tu l'appelles proto-langage, certains l'appellent proto-langage, il y en a qui l'appellent de notre manière. Moi j'avoue que j'aime bien l'appeler le langage originel parce que c'est une langue qui n'a pas d'âge pour moi. Et c'est souvent que ça, je dis, quand je me mets à parler langage, c'est un peu la définition ou la représentation que j'en ai. C'est quelque chose qui m'est venu il y a quelques années maintenant, de manière assez subite et impromptue, on va dire, suite à un travail personnel, même si j'aime pas le mot travail, mais en tout cas un développement de ma personnalité, de moi. Et ce langage intervient assez régulièrement et de manière quasiment systématique maintenant quand j'accompagne quelqu'un en transe, que ce soit en séance individuelle ou dans le cadre de formation. Et comme on disait, c'est quelque chose d'assez fascinant parce qu'il y a une partie que je pense qui ne se contrôle pas du tout et pour autant il y a une partie très maîtrisée dans le cadre de sécuritaire en fait, de comment ça se passe. Donc on parle vraiment de transe pour moi autant que d'hypnose. Je sais pas trop la nuance entre les deux, je suis pas très calée pour la définir. Mais en tout cas, il se passe un phénomène assez particulier, en tout cas quand je suis en connexion avec l'autre. Il y a un état de connexion qui se met en place et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et le langage arrive en fait. Alors, je vais me parler bizarrement, mais c'est comme si je le recevais en télépathie, je le reçois dans la tête et ce langage me vient et ça devient impérieux. Il faut absolument que je le sorte en fait. Et donc ça se passe comme moi, je suis, je pense, aussi en transe. Là maintenant, si tu me demandais de parler langage, je suis incapable de te parler langage. Voilà. Il faut que je sois quand même dans un état de transe pour pouvoir y accéder. Par contre, je me suis rendu compte que j'y accède très facilement. En fait, ces états de transe sont des états que moi j'appelle d'hyper-présence et d'hyper-accueil en fait. C'est l'hyper-présence à l'autre qui me permet de me décentrer de moi et du coup d'accueillir tout ce que l'autre offre. Et c'est comme si finalement c'est l'autre qui m'appelle, enfin c'est le supraconscient, parce que moi j'aime bien ce terme-là, cette supraconscience en fait qui vient presque me chercher pour transmettre à l'autre sur un autre plan. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est un peu ce mouvement que je vois en fait. C'est comme si tu as l'autre en face. Et quand on l'accompagne en état de transe, il se connecte, en tout cas il y a une connexion supraconscient, sauf que le supraconscient n'arrive pas directement à communiquer avec lui. Et c'est comme si ça passait par moi et que je transmettais en fait. C'est un peu l'image que j'en ai. C'est comme ça que je le vois. Et souvent, ça passe par ce langage-là, qui, à mon sens, est un langage qui parle, mais pas du tout au mental, qui vraiment contourne complètement le mental et qui vient parler à l'âme, l'être, je ne sais pas, en tout cas l'autre partie de soi qui n'est pas dans le mental, en tout cas.
Et c'est ce qui permet vraiment de contourner les résistances pour certains. Même si on pourra voir sur certaines vidéos, on sent quand même qu'il y a la part contrôlante de la personne des fois qui reste là. Voilà. Est-ce que tu peux définir ce que c'est un proto-langage pour que les personnes comprennent bien? Alors ils vont le voir en vidéo, ils vont s'en rendre compte, mais qu'est-ce qui... Alors, la particularité, c'est que dans notre mental, ça veut rien dire en fait, ça n'a aucun sens mental. Ce sont en fait pour moi c'est plus du son. Déjà, c'est un son, c'est très vibratoire et c'est plutôt, si on devait le définir, c'est une association de syllabes en fait, hein, une association de syllabes, mais qui ne forme pas de mots humains en fait. Il n'y a pas de, c'est pas humain. Ça passe par la voix, donc c'est comme si le corps utilisait les cordes vocales et le son, la vibration du son, pour transmettre en fait quelque chose une information qui n'est pas mentale. Donc c'est pas des mots, c'est pas des phrases, il y a juste une sonorité, il y a une vibration, une fréquence, mais ça n'a pas de sens entre guillemets humain. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il y a la question qu'on peut se poser, que je t'avais posée à l'époque, c'est que parfois ça forme quand même, on a l'impression, des phrases, des conversations. On verra peut-être aussi tout à l'heure dans certaines vidéos. Tu as un échange avec le sujet en transe. Il y a toujours cette question de savoir si cette langue n'existe pas, si c'est pas une vieille langue ou une langue oubliée. On en avait parlé. L'idée, ça serait que tes vidéos tombent dans la main d'anthropologues ou en tout cas de chercheurs en langue. Je sais plus comment on les appelle, mais ça serait super passionnant. Je t'avais parlé peut-être à Genève, un professeur, peut-être que ça n'a aucun sens. Peut-être que ça a du sens. Alors là, ça serait fou si ça avait du sens dans un sens. Ça rajouterait encore une surprise à ton approche, finalement, je suppose. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu songes quand même parfois? Tu te dis, mince, Alors oui et non, je sais pas. Enfin, alors pour reprendre ce que tu disais, effectivement, ce qui est assez surprenant et fascinant, c'est que certaines personnes me répondent. Et ça, on va le voir sur certaines vidéos, c'est assez bluffant. Sur des gens qui il y en a 2 où ils n'avaient jamais entendu ce langage, qui n'en avaient jamais parlé, qui n'étaient pas du tout sujets à des transes comme ça, et qui se mettent à répondre. Et même moi, ça me surprend. Et le deuxième niveau de surprise, c'est qu'effectivement, le langage, c'est comme effectivement une conversation. Tu parles, tu transmets, l'autre te répond, il y a comme une communication qui se met en place, sans que même moi, je sache ce qui se passe, en fait. C'est ça qui est assez fou. C'est que je perçois des choses, je perçois si c'est un enseignement, si c'est des conseils. Je sens plutôt cette notion-là, tu vois, j'ai l'impression que soit le langage vient chercher, des fois il vient pousser la personne à bout, je sens des fois il vient la chercher pour qu'elle réagisse, soit des fois c'est des conseils, soit un enseignement. C'est plutôt cette notion-là que je perçois. Par rapport à ce que tu disais, je me souviens d'un monsieur, un ancien prêtre, et qui m'avait dit, on dirait du grec ancien, voilà, à l'époque. Comme je sens que le langage il évolue aussi en fait. Le langage que j'ai aujourd'hui n'est pas tout à fait le même que j'avais quand j'ai commencé. Et on sent aussi, on va entendre 3 personnes parler ce langage, c'est pas tout à fait les mêmes sonorités. Donc c'est assez surprenant. C'est comme s'il y avait un langage de fond et des dialectes un petit peu nuancés. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Mais ouais, ça serait fascinant de savoir à quelle langue ça appartient. Et en même temps, j'ai une partie de moi qui dit je veux pas savoir ce qui se passe en fait, entre guillemets. Oui, parce que dans quelles circonstances ça s'est développé? À quel moment tu développes
ce langage finalement? À quel moment que ça... Alors, la première chose, c'est, ça me fait penser, ça me fait écho à quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu peux m'apprendre? Et c'est un langage qui ne s'apprend pas pour moi. T'as pas un dictionnaire, effectivement, ou t'as pas des vidéos qui te disent ça, ça veut dire ça. C'est quelque chose qui te vient. Et toutes les personnes qui ont enclenché ce langage-là, notamment dans des trans, en fait, c'est venu, c'est sorti comme ça, en fait, sans autre apprentissage, on va dire. Moi, je l'imagine, hein, je transpose comme un savoir originel. Je pense qu'on y est tous connectés, je pense qu'on y a tous accès quelque part. C'est pour ça que j'appelle ça un langage originel. Et en même temps, c'est accéder plutôt à un état de lâcher-prise complet. Parce que je parlais d'hyper-présence tout à l'heure, mais pour moi, c'est presque de l'hyper-absence, en fait. C'est être capable de se dissocier de soi, en fait. De se centrer pleinement sur l'autre, c'est pour moi aussi une part de se décentrer de soi. Et d'enlever, je prends toujours l'image de poser le cerveau. Où tu poses toutes tes croyances, tous tes biais, tout ton mental, où tu te laisses vraiment, où tu accueilles vraiment ça. Donc ce langage ne s'apprend pas, mais il sort, en fait il vient pour moi quand, à partir du moment où tu es en capacité de poser ce cerveau-là et de dire, d'accueillir en fait tout ce qui se passe dans l'invisible, je pense, enfin, à mon sens en tout cas. Ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé, c'était suite à un stage, enfin un atelier que j'avais fait, un week-end de soins. Alors je vais utiliser le mot chamanique, à l'époque ça s'appelait comme ça, un week-end chamanique, même si ça avait une autre particularité, mais il y avait deux femmes, une médium et une qui faisait beaucoup de soins énergétiques. Et c'est dans le cadre de ce stage-là où j'ai reçu un soin. Et j'ai vécu une transe assez particulière. Et c'est 3 jours après que le langage a commencé à sortir. Voilà. Donc il y a un élément quand même déclencheur, potentiellement. Je pense, alors, il y a tout un parcours, parce que pour moi, il y a tout ce travail, ce processus, enfin pour moi c'est un processus. Il y a encore une fois, c'est une posture. Voilà, pour moi, c'est l'apprentissage d'une posture. Dans l'hyper-présence à l'autre et l'hyper-absence de soi, en fait. C'est très particulier ce que je veux dire, hein. C'est pas schizophrénique, mais moi j'ai l'impression, si tu veux, d'être là et pas là en même temps. Quand le langage sort, je suis en hyper-présence avec l'autre, mais je suis en absence avec moi. C'est-à-dire que j'ai une partie de moi qui est toujours en train de regarder ce qui se passe, qui est dans la maîtrise de l'environnement, sécuritaire, etc. Et j'ai mon corps qui fait des trucs, quoi. Voilà. Et qui est complètement autonome dans le langage que je ne contrôle pas, parfois le geste, puisque j'ai les mains qui partent en énergétique. Donc il y a cette forme de dissociation. J'ai toujours une part de moi qui est là, qui regarde, en fait, voilà. Qui s'assure que tout va bien, qui observe, et l'autre qui est présent complètement à l'autre. C'est pour ça que j'ai cette notion d'absence, enfin d'hyper-absence et d'hyper-présence. Je suis claire dans ce que je dis? Oui. Mais on perçoit dans tes propos qu'il y a quand même j'allais dire pas une vigilance, mais tu marches sur des œufs. On voit que tu as un côté très terre à terre finalement, paradoxalement, et que là tu es en train de te livrer, mais tu es sur le chemin encore de cet apprentissage, et peut-être que toi-même il y a encore des choses qui te dépassent. Ah mais complètement. Enfin, ça me dépasse complètement, parce qu'il y a toujours quand je dis moi je contrôle rien du tout, si tu veux. Et c'est là où je nuance la contrôle et la maîtrise. Enfin, le contrôle et la maîtrise. C'est-à-dire que je ne contrôle absolument pas ce qui se passe, ce que je reçois, que ce soit dans le langage, dans mon corps qui fait des trucs, des fois je sais pas trop ce qui se passe. Je ne contrôle absolument pas ce que l'autre va vivre. Moi je sais pas comment il va réagir, ce qui va se passer. La personne peut se mettre en tétanie, la personne peut se mettre à hurler, à crier, à pleurer. Enfin, il y a des réactions assez fortes aussi dans ces cas-là. Des manifestations spontanées de corps. Enfin, ça, je contrôle absolument pas. Par contre, et j'y tiens beaucoup, moi, cette part de maîtrise, parce que c'est parce que je maîtrise l'environnement
et que j'ai ce côté cartésien, que je peux me permettre de vivre ça. Alors ça, c'est mon côté très cartésien, mais c'est bien parce que j'ai ça que je m'autorise à faire ça. Parce que si j'avais pas ce côté cartésien, je suis pas sûre d'y aller, hein. Sinon je serais comme ça en fait, hein. Parce que il se passe des trucs qui pourraient faire flipper, quoi. D'ailleurs, les gens, ils me disent, ils s'autorisent à le faire et à vivre ça parce qu'ils se sentent en sécurité. Et cette partie sécurité, c'est pour moi la maîtrise du cadre, de l'environnement, la vigilance qui dit toujours attention, qu'elle se fasse pas mal, ou voilà. Est-ce que ce sont des choses que tu vas parler avant avec les sujets, genre dans un pré-talk ou autre, ou pas du tout? Alors, il y a un énorme biais, c'est que les gens me connaissent, les gens qui viennent me voir, ils me connaissent, ils savent il peut se passer des trucs. Donc, la plupart maintenant viennent presque pour ça, parce qu'ils veulent s'autoriser à cet espace de libération. Par contre, on en verra une sur une des vidéos, une personne qui ne savait pas, qui ne connaissait pas du tout. Et ça a été je ne veux pas dire la plus réceptive, mais étonnamment, elle a accueilli et elle a reçu des choses extraordinaires. Mais elle ne savait pas du tout. Elle ne connaissait pas et je n'avais absolument pas parlé. Donc, elle n'était pas au courant. Et je ne dis rien en pré-talk. D'accord. Voilà. Je pose cette question-là parce que parfois ça peut faire penser aussi un peu aux crises mesmériques qu'on pouvait voir. Et c'est vrai qu'on se rend compte que quand c'est sur des sujets qui ne connaissent rien à l'hypnose, qui n'en ont pas fait, qui ne connaissent pas la personne, c'est très rare que ça va se passer finalement. C'est pour ça que toutes les vidéos qu'on voit allant dans ce sens, c'est souvent des élèves où il y a un conditionnement inconscient, hein, parfois qui se met en place. Donc c'est intéressant aussi. Et je pense que par la suite, tu vas continuer tes travaux sur de plus en plus d'inconnus aussi. Mais je te rejoins, c'est tout à fait ça. Enfin, on voit aussi, là, dans les vidéos qu'on va voir, il y a l'effet de groupe, hein. Il y a l'énergie de groupe qui potentialise, je pense, l'énergie ou ce qui se passe au niveau plus invisible, en fait, hein. Ça, j'en suis consciente, hein. Quand je faisais des week-ends, ça m'est arrivé de faire des week-ends dans ce cadre-là, je voyais bien que entre l'individuel où il se passe des choses et le groupe, même si c'est des petits groupes, 6-8 personnes, on sent qu'il y a cette potentialisation. Oui, il y a tous ces biais qui rentrent en compte, mais ce qui est fou aussi, hein, en soi, hein, ce qui est remarquable. Ouais. C'est vrai que quand j'ai vu tes vidéos, et ça m'a fait penser que parfois je fais des tests en cabinet. Bon, je le fais aussi un peu en street, mais en cabinet c'est plus propice à ça. Parce que quand la personne elle est en transe, je vais faire ce qu'on appelle des suggestions mentales. Donc là je vais dire, par exemple, le bras, la main va monter. Et je vais y penser très fort, je vais le visualiser. Et sur certaines personnes, c'est difficile à quantifier, mais je vais te dire sur 100 personnes, il y en a peut-être 5 où ça va le faire. Et la main va monter, et tant que j'aurais pas dit stop, j'en aurais pas parlé avant, j'aurais jamais fait d'hypnose avec eux. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On sait très bien qu'il y a eu des recherches sur la télépathie. C'est pour ça que je dis toujours que tout ce qui est hypnose, magnétisme, entre guillemets, c'est plutôt de la télépathie que du fluide. On sait très bien que, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le fluide il n'a jamais été prouvé. Et c'est difficile. Par contre, la pensée, la télépathie, là, il y a eu des recherches, pas forcément scientifiques, on sait qu'il y a les Russes qui sont forts là-dessus. Il y a beaucoup de choses aussi caduques, on va dire, mais on sait que la télépathie, elle fonctionne quand même. Enfin, il y a des choses surprenantes, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance en termes d'hypnose et de transe dans les années à venir. Mais c'est difficile à quantifier et à mettre en place. Avoir un protocole qui fonctionne aussi, c'est toujours le même souci. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne avec toi et que ça ne va pas fonctionner avec quelqu'un d'autre? C'est ça. Et c'est la particularité du protocole. C'est toujours pour moi la dichotomie de ce qu'on dit tout à l'heure, le côté cartésien et anti-cartésien, ou en tout cas science matérialiste et science non matérialiste.
Moi, je suis issue du secteur médical, hein. Je suis une ancienne infirmière, infirmière anesthésiste, je travaille dans les blocs, je suis très cartésienne et très scientifique pour ça. Mais encore une fois, c'est ce qui me sauve aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui m'autorise à faire ce que je fais. Ma plus grande peur, c'est d'être folle, hein. J'ai toujours dit, hein. D'ailleurs, j'arrête pas de dire, ah, c'est fou, quoi. Parce que quand tu vis des choses comme ça, en tout cas, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais je vire schizo, quoi. J'aime dire que les plus grands chamans, il n'y a pas plus terre à terre qu'eux. Il n'y a pas plus rationnel. C'est ça. Ils en décevraient même beaucoup, finalement, parce qu'ils sont loin certainement de tout ce qui est d'en faire l'apologie. Tout à fait. Et c'est ce qui les rattrape, le fait d'être bien ancré. Et c'est pour ça que les protocoles, alors ce qui est très compliqué, c'est que effectivement, quand on me demande comment apprendre ça, et pour moi, le ça ne s'enseigne pas. Alors déjà, c'est plus de la transmission que de la formation pour moi. Et encore une fois, c'est une histoire de posture et une histoire, de posture, vraiment de présence dans l'espace. Et ce protocole, pour moi, c'est plus ce côté cartésien où on va cadrer, sécuriser en fait l'environnement et l'espace pour que la personne puisse s'autoriser à vivre, j'allais dire tout et n'importe quoi en fait. Parce que c'est encore, comme on disait tout à l'heure, on maîtrise ça pour s'autoriser à pas contrôler ce qui se passe dans ce cadre-là. Donc pour moi, s'il devait y avoir un protocole, c'est ça en fait. C'est border pour que tout le monde soit bien en sécurité. Et celui qui vit, mais celui qui accompagne. Parce que c'est ça aussi, hein. Moi, j'ai aussi mon côté infirmière. Il y a des fois où je me disais, oh putain, là, la limite, elle est où, quoi. C'est des fois, tu te dis, quand la personne te fait une crise de tétanie, tu t'attends combien de temps, quoi. Tu te dis, je reste combien de temps je la laisse faire. Et là, j'ai le côté infirmière qui me dit, oula, quand est-ce que tu appelles le SAMU, quoi. Et oui, et puis il y a certainement toujours la frontière à se dire peut-être que ça peut, admettons, déclencher une crise d'épilepsie ou autre, ou une réaction qui ne serait pas provoquée à la base. Le but, mais on peut aussi le retrouver aussi dans une séance d'hypnose. Ça pourrait aussi être un accident qui n'est pas prévu. Oui. Malheureusement, c'est aussi le corps humain et la psyché aussi humaine. Est-ce que dans tout ce que tu dis, ça me fait penser aussi, je suppose qu'on t'en parle de temps en temps, qui pourrait peut-être se rapprocher de tout ce qui va être les trans de Corinne Sobrin. Est-ce que tu t'es intéressé un peu? Alors oui, alors ça me fait tout bizarre parce que tu vois, j'ai envie de dire, oh là là, mais Corinne, c'est Corinne, quoi. Wow, Corinne Sobrin, moi ça me... alors, c'est grâce à elle que Enfin, grâce à elle. Effectivement, quand j'ai commencé à parler langage et quand j'ai commencé à vivre des choses un peu particulières en séance, je me suis demandé ce qui se passait, vraiment. Parce que quand j'ai vu le corps des personnes faire des mouvements presque inhumains, j'ai vu une dame avec ses doigts qui n'avait plus la forme d'une main, en fait. C'était hyper surprenant, quoi. Je me demandais vraiment ce qui se passait. Et j'ai découvert effectivement Corinne Sobrin, son histoire et les travaux qu'elle a fait, puisqu'elle c'est une grande cartésienne aussi. En tout cas, il y a tout cet aspect science matérialiste. Et j'ai vu qu'elle avait travaillé avec Anton Bioy aussi, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai lu son livre et ça m'a fait du bien en fait de voir que ça existait, en fait, que ces approches-là existaient. Et c'est ce que j'aime bien chez elle, c'est ce côté, ce qu'elle a vécu, ce qui est quand même assez extraordinaire. Par contre, pour moi, je suis très loin d'avoir vécu ce qu'elle a vécu. Elle a quand même été initiée, enfin, elle est chamane au sens propre du terme, j'allais dire. Elle a été découverte comme ça, elle a fait tout un parcours, tout ça. Enfin, moi, je trouve ça fascinant ce qu'elle a vécu. Peut-être que la différence de toi, c'est qu'il y a une connexion, toi, dans un groupe. Alors, elle aussi, parce qu'ils le vivent, mais que toi, il y a aussi l'hypnose qui rentre en jeu. Il y a certainement une induction avant que tu fais, ou je ne sais pas comment après que ça se passe par rapport justement à tes accompagnements. Est-ce que
l'induction va jouer? Est-ce que, enfin, va jouer. Encore une fois, sans parler de protocole, mais est-ce que tu as mis des choses en place qui amènent ce genre de phénomène? Alors, pour moi, pour la connexion, alors on verra, ça dépend. J'ai tendance à utiliser pas mal des inductions type hellmanienne, plus ou moins longues, plus ou moins adaptées. Dans les exemples qu'on verra, il y en a de plusieurs sortes. Et alors, paradoxalement, plus j'avance et moins je fais d'induction, en fait. Il y en a un, on verra, où j'ai juste dit à la personne de laisser faire son corps. Et en télépathie, j'ai demandé au corps de partir en transe. Et ça s'est fait en quelques secondes. Et ça a été assez... Même moi, j'étais étonnée. Parce que c'était toujours une partie de moi qui fait... Putain, et en plus, ça marche, quoi. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas de protocole précis, en fait. Je peux pas te dire qu'à chaque fois, je fais la même induction. Déjà, je fais rarement la même induction. Quand j'ai commencé avec des inductions type hellmanienne parce que j'avais la croyance qu'il fallait que la personne soit en transe profonde pour vivre ce genre de choses. Ce qui a été le cas à une époque. Ça se passait dans des séances avec des inductions hellmaniennes. Et puis, je me rends compte qu'aujourd'hui, alors est-ce que c'est l'effet de groupe, comme on disait? Est-ce qu'il y a d'autres biais qui se mettent en place? En tout cas, il y a des inductions qui sont très rapides parfois, voire des inductions en télépathie. Enfin, et ce qui n'empêche pas la transe profonde. Non. Donc c'est vraiment aussi pour moi l'expérience, alors j'allais dire l'expérimentation, mais sans le côté expérientiel, on va dire plutôt que... de voir que tout est possible en fait. L'habitude, le fait certainement que tu sais, comme tout bon, on va dire, hypnotiseur, tu sais où tu vas les emmener, donc à un moment donné, toi tu sais que ça va fonctionner un peu en allant dans ce que tu aimes et ce qui s'est développé finalement inconsciemment envers toi, donc à un moment donné, je pense que tu connais le chemin et ça y va. L'induction n'est que rituel, mais... C'est ça. Et l'ouverture pour moi dans cette approche avec ce langage originel et l'aspect télépathique ou la connexion supraconscient, c'est aussi de ne pas savoir où on va. C'est ça pour moi le paradoxe. C'est que en fait, tu vas sans savoir ce qui va se passer. En fait, c'est ça que je trouve vraiment fascinant, c'est cette notion de lâcher prise, mais complet. Souvent, dans mes formations, je parle de foi, et alors ce qui n'a rien de religieux, mais se dire juste avoir la foi. Voilà. Moi, je sais que ça fonctionne. Mais ce qui va se passer, comment ça va se passer, de quelle manière, je n'ai aucune idée. C'est vraiment l'autre, en fait, qui va nous... Moi, j'attends les manifestations de l'autre, j'attends les symptômes de l'autre, c'est l'autre qui me guide, en fait. C'est vraiment... Je retrouve là ce schéma là de tout à l'heure où en fait je ne suis que la conduction je remplace la connexion entre le supraconscient et la personne et je suis juste ça en fait. Enfin, en tout cas, si je devais l'imager, ça serait dans cet ordre là. Donc en fait, tu sais jamais ce qui va se passer, quoi. C'est là que c'est passionnant aussi et surprenant. Mais comme dans d'autres hypnoses, j'imagine. Dans d'autres hypnoses aussi, bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on lance justement les vidéos? C'est ça, le fait de voir en vidéo, ça va permettre aussi. Hein. Je te laisse faire là. Je vais partage d'écran. Partager ça. Normalement, on a fait des tests. Ça a fonctionné. On va dire que tout va bien se passer. Alors... Donc là, j'ai la vidéo. Tu as la vidéo, c'est bon? Ouais. Par contre, est-ce qu'il y a le son? Je lance.
Sirretimiana usukatepi hadiyana manikatan yesesenana. Maikana ichatamama mati sanaya tatam. Nekitehelias nekitimiana haupukupos niitä nahasete palikatan yesenekiseneten. Atamana na kepa inana e yana ma e inaka po yana na he na heka papa yana ma ina ingana mauta he ma na he yana ka po na mama pa he mahika po ne he na kana papa e ke. Tu m'entends, Marc, là? Oui, oui. Donc là, la première partie, on était... elle ne savait pas que j'intervenais, en fait. Hein. Cette personne était en transe, c'était lors d'une formation. Elle travaillait en binôme. Et donc moi, je passais dans les groupes. Et à un moment donné, j'ai demandé à la personne qui l'accompagnait d'arrêter. Et le langage est venu. J'ai commencé à interagir avec cette jeune fille. Donc elle ne savait pas en amont que j'intervenais, en fait. Voilà. Après, c'est quelqu'un que je connais et qui a déclenché, alors c'est pas la première fois qu'elle parlait langage, mais qui a déclenché le langage lors d'une séance. Et là, en fait, on voit que le dialogue s'est mis en place tout de suite, en fait. Elle me répond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a comme une conversation qui se met en place, sachant que, a posteriori, ce elle en a retenu. En tout cas, la sensation qu'elle a eue, c'est que quelqu'un lui aurait dit, en tout cas ce qu'elle a entendu, c'est qu'il était temps qu'elle prenne sa place et qu'elle se positionne dans ce qu'elle est et dans son être. Voilà ce qu'elle a retenu. Et juste après, il y a une partie un peu en télépathie. Voilà. Donc là, on est en télépathie, et à un moment donné, il y a le corps qui va répondre. Voilà. À peu près... Donc là, tu lui as posé une question. Donc là, j'ai demandé au corps. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que quand je passe en télépathie, souvent je m'adresse au corps et je demande au corps de libérer ou d'aller réaligner quelque chose qui a besoin de l'être ou de faire ce qu'il a à faire en fait. Et là, il s'est passé ça. Voilà. Je crois que ça s'arrête là. Et à un moment donné, ça s'arrête. Moi, j'ai plus de langage et puis on passe à autre chose. Tu veux une autre... Oui, vas-y. On continue? Enfin, oui, bah ouais, alors je sais pas si tu mettras peut-être pas tout, mais surtout ceux qui te paraissent le plus intéressants. Moi après je les ai vus, après tu peux aussi, il y en a quand même qui sont très, très surprenantes. Oui, bah, il y en a certains. Elle, ce qui était joli, c'est qu'elle par contre n'avait jamais, c'est la première fois de sa vie, elle ne connaissait pas du tout le langage. Mauko pieseni keliesana sesena. Nide ayana tayamana. Mayesene soso. Isu. Mauke pelea. Ayana te siya. Ina se. Yuso mai que tanya na malesa se. Imani ana te yana. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que donc elle ne connaissait pas du tout le langage, elle l'avait jamais entendu, elle me connaissait pas. C'était une formation qu'elle faisait, et, elle savait pas. Et on perçoit, alors on a flouté le visage, mais en fait, il y a une espèce de libération. Et quand elle s'est mise à parler, il y a le visage qui s'est mis à sourire, elle a les larmes qui ont coulé. Il y avait comme quelque chose
waouh, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et elle s'est mise à chanter, en fait, le chant, il y a un chant qui est sorti, donc c'était super beau. Et à aucun moment tu lui demandes de chanter. Non. Est-ce que justement sur le chant, après, une fois réveillée, est-ce que c'est quelque chose qu'elle pratique d'elle-même? Est-ce que tu as creusé dans ce sens? Alors, je lui ai demandé parce qu'en fait, elle m'a toujours dit, elle me disait, mais moi je chante une casserole, quoi. Mhm. Le chant, c'est pas du tout, entre guillemets, son truc. Et elle était étonnée de s'entendre chanter. C'était très pur, en fait, Eh oui. on sentait, hein, c'était super beau. Et ça me fait penser à certaines connexions qu'on peut faire, vous avez discuté, en supraconscience, où on peut faire de l'écriture intuitive. Le chant intuitif, enfin, pour moi, ça serait du même niveau, en fait. Hein. C'est un espèce de chant intuitif où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. Et tu vois, je le note parce que je suis intuitif. Et c'est vrai que ça pourrait faire office d'une vidéo, d'un atelier peut-être en conférence. Et c'est pas bête par rapport à l'écriture automatique. Remettre ça sur le chant. Ouais. Et faire comme on avait fait un genre de workshop, mais avec des personnes sur le champ, voir un peu ce que ça pourrait donner. Mais effectivement, ça me fait penser à, tu vois, en l'écoutant. Alors, je vais passer, ah oui. Alors ça, c'est assez... Donc, elle est en 3 parties. Attends. Je vais d'abord mettre celle-là, si j'arrive à la caler. Alors... Bon, je suis sur celle-là, je vais la laisser. Là, on était en accompagnement collectif, il y avait 8 personnes. Et je leur ai fait faire un exercice d'ancrage et de centrage, debout. Et ensuite, je n'ai rien dit. Et en télépathie, j'ai demandé à toutes les personnes, à tous les corps, de faire ce qu'ils avaient à faire, en fait. Et en même temps, là, j'ai fait un petit peu d'énergie. Donc sans aucune suggestion verbale et que des suggestions télépathiques. Alors là, j'ai rajouté de l'énergie. Et en fait, le corps a libéré quelque chose de manière complètement spontanée. Donc cette personne-là, on avait fait, juste avant, en fait, on avait fait un accompagnement avec le dessin. J'aime bien travailler avec le dessin. Et l'idée dans le dessin, donc elle était tout à fait en conscience, c'était de dessiner de manière intuitive, de laisser venir et de dessiner sa souffrance. Donc elle a dessiné sa souffrance, elle est partie en transe en se mettant à dessiner. Et en fait, quelques minutes après le début du dessin, elle a bugué et là, elle a jeté son dessin et elle s'est levée et en fait, elle s'est mise par terre. Et là, j'ai commencé à l'accompagner, notamment avec de l'énergie et son corps, voilà, elle a commencé à faire des choses un peu particulières. Donc là, il n'y a aucune suggestion verbale. Je l'accompagne juste au niveau énergétique. Et moi, là, dans ma tête, il y a le vide. Mais vraiment, il n'y a plus rien, en fait. Et c'est du laisser-faire complet, total. Est-ce que là, il y a une attente avant, à la base? Pour qui?
pour la personne? Alors, elle était partie, puisqu'au départ, le protocole initial, c'était le dessin, et l'idée, c'était de libérer la souffrance à travers le dessin. Sauf que dans l'idée du dessin, il y avait une première partie où il fallait dessiner le dessin, mais de transmuter en fait cette souffrance au fur et à mesure. Sauf que elle a bloqué complètement, entre guillemets, le protocole, et ça a réveillé une telle souffrance intérieure que elle ne pouvait plus regarder son dessin en fait. Et donc elle a jeté son dessin. Et en fait, il y a une espèce de bug qui est passé. Enfin, je sais pas ce qui c'est. Ça a shunté. Il y a un truc qui a shunté en fait, et elle s'est mise debout. Elle est partie et elle est tombée par terre dans la foulée en fait. On est dans une forme de transe primitive finalement. Franchement, oui, sachant que voilà. Et ça a duré un petit moment. Hein. Et en fait, il y a eu cette partie-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc ça a duré un bon quart d'heure. Ouais, un bon quart d'heure. Et à un moment donné, on la retrouve dans cette position, et là, le langage sort. Là, je me mets à lui parler langage. Et là, on voit la main qui bouge, et c'est pas du tout les mêmes mouvements en fait. C'est assez surprenant. On est typiquement dans ce qu'on pourrait appeler de la transe primitive. Qu'en est-il au réveil? Est-ce qu'elle se souvient? Alors, elle se souvient quasiment de tout. D'ailleurs, ça a été très perturbant pour elle parce que c'était la première fois qu'elle vivait ce genre de choses. Hein. Elle n'avait jamais vécu ça avant. Elle savait pas ce que c'était. C'était une des rares qui ne me connaissait pas, qui ne m'avait jamais vue, on n'avait jamais fait de séance avant, rien du tout. Introverti ou extraverti Plutôt introverti. Pourquoi tu poses cette question-là? Ça, c'est mon côté entre guillemets rationnel, le psycho aussi. Du coup, c'est le côté les biais cognitifs aussi, je m'intéresse beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai que du coup ça me passionne, et en même temps j'ai toujours mon côté un peu rationnel qui va me dire qu'est-ce qui fait qu'elle est partie dans ce sens-là, ou qu'est-ce qui fait que... Et c'est passionnant. Et après, il y a le fait, comme tu dis aussi, tout simplement de laisser aller. Je pense dans tout ce que tu fais, tu oses laisser aller. J'ose accueillir tout ce qui vient. Pour moi, c'est dans ce sens-là, j'accueille tout. Les cris, les pleurs, les postures, les trucs bizarres, tout en fait, je prends tout. Et on voit bien que tu la suis, tu vas avec, tu te mets au sol avec. Tu as aussi, toi, cette posture d'accompagnante. Alors ça va aussi certainement, bien évidemment, avec notre métier, mais là on voit bien peut-être l'infirmière qui reprend aussi le dessus finalement. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Ce côté, ce qui m'importe, moi, ce que je trouve hyper important. Pour la question que je te posais par rapport au souvenir au réveil, est-ce que c'est le cas de tout le monde, ou est-ce qu'il y a des personnes Alors, c'est pour ça que je passais à elle, parce qu'elle a fait une amnésie quasiment complète de tout ce qui s'est passé. Donc là, c'était assez surprenant, parce que là, on a un cas typique très résistant. Enfin, très résistant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu a posteriori, où... voilà, elle avait beaucoup de mal en fait. Hein. On sent qu'elle résiste. Donc là aussi, juste pour resituer, elle était en train de faire une technique avec une des stagiaires. C'était pendant la dernière formation, parce que du coup, comme je disais, je filme très rarement, et donc là, je me suis mise à filmer un peu plus.
Et en fait, elles étaient en train de travailler en binôme sur une... je sais même pas sur quoi elles étaient parties, en fait. C'est-à-dire que moi, je les ai laissées travailler, et à un moment donné, je suis rentrée, et j'ai entendu « vas-y ». Donc, j'y suis allée. Donc, j'ai demandé à la personne qui l'accompagnait d'arrêter. Donc, cette personne ne savait pas que j'intervenais, en fait. Elle savait pas que j'allais venir et ce que j'allais faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le silence, et je suis passée en télépathie. Petite question juste par rapport à Ouais. la vidéo. T'es en grand sur écran? Tu l'as mise en plein écran? Ouais. Ouais, d'accord. Tu l'as en petit? Ouais, non, mais c'est bon, l'enregistrement, ça fera. C'était juste une question, je te laisse. Moi, je l'ai en grand, ouais. Ouais, c'était- Donc, là, on voit que le langage a un effet sur le corps, sur la respiration. Et moi, je perçois qu'elle résiste, en fait. Il y a une part d'elle qui résiste. Comment tu le perçois? Là, au niveau des signes, je monte sur l'écran, mais on voit bien là sur le visage qu'elle est crispée. Moi, je sens qu'elle est tendue. Le corps est très tendu, en fait. La respiration n'est pas fluide. Et donc là, du coup, je travaille au niveau énergie. Je pousse, enfin, en fait, l'idée, c'est d'augmenter l'énergie pour que ça vienne débloquer. Je perçois ce blocage-là, en fait. Et on voit au niveau des mouvements, on sent que le corps a envie de bouger et qu'il y a comme quelque chose, une partie d'elle qui retient. Les mains bougent un peu. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai perçu. Parce qu'à un moment donné, voilà. Les mains commencent à bouger. Les jambes. Et pour moi, on voit une nuance. C'est pas tout à fait les mêmes mouvements, en fait. C'est pas tout à fait la même... Bon, je vais juste avancer un petit peu. Là, ça commence à lâcher parce qu'on voit les mains qui commencent à se lever. Voilà, et là, ça y est. Donc, j'ai avancé un petit peu. Donc, ça a été un petit peu long. Et on voit que là, l'émotion, elle remonte et elle commence à relâcher et à se laisser porter. Et les gestes que tu fais, donc tu ressens, je suppose, un peu comme moi en non-verbal, mais tu sais pas exactement ce que tu fais. Non. En fait, c'est comme le langage. Quand je reçois le langage, c'est impérieux, je sais pas ce qui se dit, mais il faut que ça sorte. Mais au niveau des gestes, c'est pareil, en fait. C'est comme si le corps de la personne appelle mes mains, Ouais. et donc les mains viennent faire ce qu'elles ont à faire. Et là, on voit, elle est crispée, on sent que ça résiste, en fait. Hein, il y a... Et c'est très, très compliqué pour elle de... Il y a une décharge. Ouais, complètement. Mais c'est très, très beau. Hein. Voilà, ça a duré un petit moment. C'était magnifique. Enfin, moi, je trouve ça... Puis j'imagine ce que ça apporte après aussi, les ouais. feedbacks. Bah, alors, donc typiquement pour cette personne, elle a fait une amnésie, elle se souvient pas du tout de ce qui s'est passé après. Ouais. Par contre, elle a bien senti qu'il s'est passé quelque chose. Parce que c'était, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était, waouh, il y a un avant, un après, sans vraiment savoir ou se rendre compte de quoi que ce soit. Alors là, c'est passionnant aussi, le fait qu'il y ait une amnésie.
Ce que je remarque dans tes vidéos, peut-être que je me trompe, mais tu touches rarement les personnes au sens propre. Oui. Et ça, il faut le souligner parce que en ce moment, avec tout ce qui se passe, j'en profite avec tout ce qui se passe dans le monde de l'hypnose, il y a beaucoup de divergences là-dessus. Et là, on se rend bien compte, encore une fois, qu'il n'y a pas besoin de toucher les personnes. Moi, ça fait 5 ans passés que je pratique, ça fait 4 ans et demi que quasiment que je ne touche plus les personnes, à part dans la rue, et je leur dis avant, dans le cabinet, tout ça, et là on se rend compte qu'en non-verbal, il n'y a pas besoin, et j'en profite pour dire qu'il va falloir que tout ça change, en tout cas sans demander l'autorisation encore plus. C'est ça. Et c'était la petite parenthèse. Je te remercie parce qu'effectivement, je te rejoins. Quand j'en parle souvent aux stagiaires, je leur dis, si vous devez toucher la personne, il faut que vous la préveniez avant que potentiellement vous serez amené à toucher le corps pour X raisons. Mais sinon, là, on n'a pas besoin de toucher. Et c'est ce que je trouve fascinant dans cette approche, c'est qu'il n'y a aucune... Alors, je vais nuancer parce que je sais que j'ai une remarque à ce sujet-là, quand j'appelle les suggestions non verbales, et qui pour moi sont... Là, on n'a que des suggestions télépathiques et au niveau énergétique, mais on ne touche pas. Il y a des moments, il n'y a rien, il n'y a pas un son, il n'y a rien. La personne ne te voit pas, elle ne sait pas que tu es là, rien. Là, il y a une différence que, par exemple, si je vais endormir quelqu'un en non-verbal et lui passer la main devant, il y a une suggestion, clairement. Il y a un biais qui rentre, etc. Donc la personne sait en plus ce que je veux faire. Cependant, j'ai déjà fait les tests, j'ai même une vidéo, mais je les ferai aussi avec des bandeaux sur les yeux, que la personne elle est en hypnose, et je fais une forme de magnétisme, ce que moi j'appelle plutôt télépathique, et puis la main se promène et elle me suit, ou le corps, et sans que la personne sait ce que je fais. C'est ça. Alors après, on peut aller encore plus loin, et peut-être qu'il y a une forme c'est sûr qu'il y a même une forme de phéromone, qui est connecté. Donc il y a tout un... Mais même en partant de ce postulat, c'est fascinant. En fait, c'est fascinant de voir les réactions. Ouais. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que moi j'appelle ça une suggestion énergétique, dans le sens où ça ne fait pas appel au sens entre guillemets humain, qui ne s'explique pas aujourd'hui par la science qu'on connaît, ou en tout cas cette science matérialiste. Et, donc c'est assez bluffant, quoi. Là je passe. Je voulais vous montrer celle avec très rapide, induction. Alors là c'était celle dont je parlais tout à l'heure, j'ai fait une induction en quelques secondes. Donc ça c'était encore en collectif. Voilà. Je sais pas si... Mince. Je cherche celle avec... C'était dans le cadre de la gestion de la douleur, accompagnement d'une personne douloureuse qui avait une douleur résiduelle post-opératoire, post-chirurgicale depuis 10 ans. Ah ouais. Et qui avait besoin, qui quand elle se connectait à cette sensation-là, il lui restait une image, elle avait une image qui lui restait et une sensation douloureuse. Et on a fait un truc là, je vois plus, c'est vraiment assez passionnant. Voilà, c'était. Bon, ça c'est C'est vraiment bien qu'il y ait les vidéos, parce que tu vois, ça amène, puis le fait que tu commentes comme ça, c'est passionnant. Alors, voilà. Donc là, en fait, ça dure pas très longtemps, c'est vraiment quelques secondes. J'aurais le début. Donc cette personne s'est fait opérer il y a 10 ans. Et au niveau cervical, donc au niveau du cou, là on voit au niveau du cou, de la base du cou à droite,
Et donc il lui reste 10 ans après une mémoire résiduelle de cette douleur avec donc elle a une image associée et une sensation assez forte. Et donc là elle vient et en induction j'ai juste dit bah écoute tu laisses faire, est-ce que tu es d'accord pour laisser faire ton corps? Elle m'a dit oui, et donc là j'ai demandé au corps de partir en transe et d'aller de faire ce qu'il avait à faire. Et très très rapidement, on voit le bras là et l'épaule, voilà. Des mouvements complètement spontanés et autonomes qui viennent travailler, y compris sur la partie de l'épaule. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Ça a duré très peu de temps. Elle a, suite à ça, en fait, elle a plus l'image associée et la sensation a diminué plus de la moitié, en fait. Donc ça a été assez bluffant et rapide. Voilà. Et de laisser le corps vraiment ouais. faire ce qu'il a à faire. Et voilà, toc. Et c'était fini. Bon, mais là c'est... suggestion télépathique. D'accord. Donc toujours pareil. En fait, j'ai souvent le langage qui me vient aussi dans la tête, mais je le laisse dans la tête. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est à un moment donné, le mouvement il change. Donc là, elle bloque. Voilà. Et là, c'est pas les mêmes mouvements qui apparaissent. On voit, c'est très caractéristique. Voilà. Bon, voilà. On pourrait. Il y en a. Je ne sais plus si tu en avais d'autres après, peut-être, mais je crois. Bah après, tu me dis, mais là, ça rejoint ce qu'on a vu. Ça rejoint, c'était un petit peu tout à l'heure. Ouais. C'est un peu le même. Et là, bah là, c'était. Ça, je l'avais posté il y a 1 ou 2 ans, je crois. On le retrouve sur le groupe. Ouais. Où elle s'était mise à parler de manière spontanée. Je crois qu'on a fait le tour. Et sinon, ici, il y avait. Télépathie et donc là c'était en séance individuelle. Elle s'en souvient de ça? Pas de tout. Elle se souvient pas de tout. Donc là aussi, il y a un mélange entre le langage et l'énergétique. Et on voit Là, il y a pour moi une espèce de communication de corps à corps, en fait. Enfin, c'est passionnant. Tu sais, ce qui me passionne, moi, dans tout ce genre d'approche et tout ce qui va être le non-verbal, c'est que j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises sur des étrangers, parfois qui ne parlent pas du tout le français. Et c'est passionnant de les voir plonger en hypnose sans parler la langue et de travailler sur des idéomoteurs, etc. J'ai une vidéo par exemple avec quelqu'un d'Amérique du Sud sur ma chaîne, mais j'en mettrai d'autres aussi prochainement. Je serai en Espagne, donc je vais en mettre avec des Espagnols. Je sais qu'il y a plein de choses à faire et c'est là que c'est passionnant, parce que c'est là que tu vois que la suggestion finalement verbale, en tout cas voilà, je parle de suggestion, on pourrait parler un peu énergétique, mais elle n'est pas forcément obligatoire, tu vois. Moi je vois bien le principe. Dans une séance thérapeutique, la personne vient me voir, elle me dit admettons je veux arrêter de fumer.
bien que je fais très peu les fumeurs. Donc elle me l'écrit dans sa langue, je traduis. Au pire, je lui pose 2-3 questions avec le traducteur et je lui demande juste de me regarder. Et je lui dis peut-être avant qu'elle va s'endormir et que tout va se faire naturellement. Et après, là, le travail se fait. Alors on va me dire, mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on apprend. Et là, il n'y a pas besoin de violon, il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a pas besoin de savoir ce qui s'est passé quand la personne était petite ou haute ou petit, ou d'aller voir l'enfant antérieur. Donc ça peut être, ça pas sur tout le monde, mais ça peut être des approches très intéressantes. Oui, ou complémentaires, parce que je pense qu'il y a la conscientisation, elle fait partie du processus à un moment donné dans l'accompagnement. Et pour autant, ce genre d'approche, comme tu décris, plus j'avance effectivement dans ma pratique et plus je trouve que les choses sont simples. Oui. Et une personne, elle me dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Et pourquoi pas, en fait? Et pourquoi ça ne le serait pas? Et finalement, alors oui, ça marche peut-être pas avec tout le monde, parce qu'il faudrait faire une randomisation, tout ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de passer par la conscientisation, par certaines phases, par des étapes de processus. Et pour autant, cette approche-là, oui, c'est waouh, quoi. Je trouve qu'il se passe des choses extraordinaires. Et puis clairement, dans ce genre de cadre, admettons au cabinet, il y a une suggestion déjà énorme et tu casses un peu tous les codes. C'est la personne qui ne connaît pas l'hypnose va s'attendre quand même à qu'on parle, un peu comme chez un psy, puis qu'il y a un rituel, etc. Que là, tu vas quasiment direct, en 2-3 minutes, tu passes en hypnose non verbale et tu dis à la personne, regardez-moi, vous allez vous endormir, ou laissez le corps partir en transe. J'aime bien cette suggestion-là, tu vois. J'y avais pas pensé, je vais essayer de la retravailler. Il y a des idées aussi à développer dans ce sens. En même temps, je pense que c'est ce que tu fais aussi... tu le fais à ta manière. Oui, je pense déjà. qu'on a tous. Voilà. Mais je trouve qu'elle est quand même assez puissante, cette suggestion. Laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Moi, je dis souvent laisser le subconscient, du coup, vu que je travaille avec le subconscient, mais là, le corps, c'est intéressant aussi. C'est là aussi, dans l'évolution de ma pratique, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quel que soit le processus conscient, subconscient, inconscient, dans les structures mentales, dans le comportementaliste, etc., à un moment donné, ça passe par le corps. Enfin, je veux dire, pour moi, de toute façon, l'intégration et entre guillemets, la finalisation du processus, elle passe par le corps, quoi. Et finalement, cette approche, elle me plaît pour ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à travers le corps quand on l'autorise, encore une fois, quand on le met dans cette bulle sécuritaire où il peut s'autoriser à vivre ce qu'il a à vivre. Et là, c'est beau, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, ça me... Un retour à l'essentiel, comme je veux dire. Oui. J'ai noté là de 2 questions par rapport aux enfants. Est-ce que tu as des expériences avec les enfants en allant dans ce sens? Non. Alors j'avoue, donc je réfléchis en même temps. Non, les approches avec les enfants, non. J'ai jamais expérimenté. Alors j'ai jamais eu l'occasion d'ailleurs. Et c'est marrant parce que non. Non, avec les enfants, je suis plus dans le symbolisme, dans les histoires, le métaphorique, tout ça. Mais j'ai jamais eu, je réfléchis en même temps, j'ai jamais eu même d'expression comme ça. Non, effectivement. Et tout ce qui va être visio, est-ce que tu pratiques en visio? Est-ce que du coup ça te freine ou au contraire, tu vois pas d'inconvénient? Alors en visio, le langage sort, oui, tu vois, ce matin j'étais en séance et on a fait une séance et à un moment donné le langage est sorti et je travaille au niveau énergétique aussi. Par contre, je pense que je suis un peu freinée dans l'expression complète parce que quand tu vois ce qui se passe en présence, j'avoue, je me dis, là je suis pas dans la maîtrise de ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, quoi. Donc pour moi, c'est plus... j'allais dire, pour moi, c'est même pas envisageable. En tout cas, aujourd'hui, je suis pas en capacité de me lancer dans ce genre d'approche par visio,
parce que je pense qu'il y a vraiment cette notion quand même de proximité. Je reviens sur cette notion quand même de sécurité, hein, parce que quand tu as les corps qui font ça, il faut quand même s'assurer que la personne ne se blesse pas. Et oui, il ne faudrait pas que la personne parte dans son appartement pendant que toi tu te retrouves devant la vidéo. Où êtes-vous? C'est vrai qu'il y a tout un cadre à mettre peut-être en place. Donc je fais confiance aussi au processus et je me dis autant le langage sort, autant je fais des séances énergétiques. Mais quand je fais des séances énergétiques à distance, tu vois, même des fois sans visio, je demande à la personne d'être chez elle, d'être à côté de son lit, dans un endroit sûr et sécure. Parce que quand il y a ce genre de mouvement, faut s'assurer quand même qu'elle se fasse pas mal, quoi. Okay. Bon, c'est passionnant. Est-ce que tu as des questions que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posé ou... Je sais pas. Non, je suis ravie, moi, de pouvoir partager et de partager avec toi aussi, parce que je sais que tu vis des choses extraordinaires et je trouve ça super. Moi, extraordinaire. Ils vivent, c'est pas... Enfin, je sais pas si c'est extraordinaire. J'aime dire que je suis qu'un serviteur. C'est surtout que je suis pas passionné, mais extraordinaire. Moi, sur moi-même, j'ai jamais vécu de quelque chose d'extraordinaire. Mais paradoxalement. C'est un peu la même chose pour moi. C'est les autres vivent des trucs. On vit par procuration. Et pour autant, quand je disais que tu vis des choses extraordinaires, c'est que pour moi, je me sens chanceuse de pouvoir être témoin de ça, en fait. Voilà. Oui. C'est dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Je suis en gratitude de me dire waouh, d'être témoin en fait de ce phénomène-là, de ce côté fascinant, de ce côté extraordinaire. Je suis une grande passionnée, je pense aussi comme toi sur certains plans et je trouve ça, j'adore. Oui, fascinée. Ce qui peut être extraordinaire, si je prends ma pratique, pas tout le monde, mais c'est que les gens changent, mais ça fait partie de l'hypnose, mais parfois vraiment rapidement, et comme j'aime dire, je suis vraiment qu'un serviteur, et je me dis mais finalement parfois je me dis mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, tu vois, j'ai pas à part une écoute, à part une transe, je pars du principe que la transe est curative déjà par elle-même, mais après c'est pour ça quand on me dit, comme je le disais la dernière fois, quand on me dit vous avez été mon guide, je leur dis mais non, c'est bien trop prétentieux, je ne suis qu'un serviteur et c'est déjà bien comme ça. J'aimerais leur dire mais au fond je ne sais rien, je vous ai juste accompagné sur le moment et je sais après le côté clinique tout ça bien évidemment, mais je veux dire sur ce qui se passe vraiment en transe, ça reste des mystères. Après, il y a des phénomènes comme on vient de voir là qui sont fabuleux, qui sont. Après, on a encore tellement de champs à explorer. À explorer, à découvrir, et je te rejoins. C'est des fois quand on a les retours des personnes a posteriori, c'est waouh. Il y a souvent, moi j'ai ce témoignage d'un avant-après immédiat. Il y a quand même une libération, un sentiment de légèreté, les gens ils me disent ils respirent, il y a quand même un bien-être qui se met en place rapidement. Et après il y a des choses qui arrivent, mais dans le temps en fait. Ouais. Et je me souviens de cette dame, une de celles dans les vidéos, qui avait de l'asthme, et son asthme a disparu du jour au lendemain. Alors, je vais rester très clinique, très médicale, tout ça. C'était une dame qui était suivie, qui était asthmatique, qui présentait de l'asthme depuis son enfance, etc. Et en fait, il y avait cette croyance qui lui restait en fait des symptômes, mais qui n'avait plus de raison d'être en fait. Elle avait cette croyance qu'elle pouvait se débarrasser de son asthme en fait. Voilà. Et du jour au lendemain, elle est sortie sans prendre sa ventoline. C'était la première fois de sa vie qu'elle sortait sans son flacon, et ça a été fini en fait. Elle s'est remise à courir, elle s'est remise à faire du sport, etc. Et c'est ça, tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le pouvoir de l'esprit et du corps. Moi, je le vois surtout dans où je suis, je pense, pas très bon.
inconsciemment, encore une fois, je reste qu'un serviteur, c'est surtout les dépressions, les burn-out, le sommeil, certaines angoisses. Et c'est vrai qu'il y a des gens, j'aurais tellement à dire, des gens, des fois ça fait 10 ans qu'ils sont dans un cercle comme ça. Et en 1-2 séances, et après je prends des nouvelles, parfois plusieurs mois après, il n'y a pas de rechute. Certains, il y a des rechutes, c'est un peu chronique, mais on y retourne et ils savent qu'ils peuvent s'en sortir, qu'il peut avoir du changement et qu'ils ne vont pas rester comme ça toute leur vie. Mais je pense qu'il y a certaines hypnoses ou trans qui sont, alors, au-delà de la personne, qui sont plus propices à certains changements chez des personnes. Je ne sais pas si toi tu remarques dans tes accompagnements que peut-être que par rapport à ta façon de travailler, il y a des personnes que tu vas pouvoir beaucoup plus aider que d'autres par rapport à la demande initiale. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais... après, c'est... Je fais écho à ce que tu disais juste avant aussi, par rapport à certaines personnes qui viennent nous voir parce que ça fait 10 ans qu'elles sont dans un schéma, 10 ans qu'elles voient différents types de thérapeutes et qui sont dans un espèce de cercle vicieux en fait. Elles n'ont pas trouvé encore la porte de sortie. Et des fois, le fait de venir nous voir, c'est juste qu'elles ont trouvé, j'allais dire, la technique ou l'approche qui leur permet de passer un cap. Moi, pour être honnête aujourd'hui, je me sens... il y a certaines problématiques ou certaines personnes où je sais qu'elles ont peut-être plus besoin d'hypnose plus ericksonienne ou plus classique, entre guillemets. Et c'est ok, mais du coup, je les envoie voir quelqu'un qui est très doué là-dedans et qui sait bien faire, et c'est son domaine, en fait. Parce que après, je me dis, on a chacun nos compétences et chacun nos prédilections, chacun nos passions. Et c'est ça qui fait notre complémentarité aussi dans les pratiques, finalement. Je me dis que ce qui marche, qu'est-ce qui fait que ça a marché aujourd'hui avec cet accompagnement-là, c'est peut-être justement que cette personne a fait tout cet accompagnement avec d'autres personnes et d'autres techniques. Et ça, faut jamais l'oublier, toujours. C'est ça. On est souvent même la dernière roue du carrosse, donc c'est important aussi. C'est tout un cheminement. Et c'est pas évident de vivre le genre de choses qu'on voit là. C'est pour ça que tu parlais de pré-talk. Moi, je dis rarement ce genre de choses. Parfois, ça peut aussi surprendre et faire peur à certaines personnes. Oui, donc tu leur en parles pas. Non, je parlais de ça parce que dans le sens où qu'on peut voir tout ce qui va être plutôt hypnose, entre guillemets, magnétisme ou... Enfin, voilà, j'aurais beaucoup à dire, et quand on voit les conditionnements et après des vidéos qui se promènent parfois sur le net qui paraissent complètement pour le coup extraordinaires, mais derrière tout ça il y a des conditionnements, quand on sait un peu ce qui se passe avant, c'est là-dessus que je posais la question surtout. Et c'est pour ça que je fais une nuance entre la suggestion verbale, non verbale et énergétique. Alors même si on peut dire que la suggestion énergétique est une suggestion non verbale, mais elle ne fait pas appel au sens entre guillemets humain ou qu'on utilise dans les suggestions non verbales en hypnomagnétisme. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant. C'est quand tu dis rien. La personne, elle ne sait pas que tu viens, elle est en train de travailler avec quelqu'un d'autre. Il y a le silence, elle reste dans son état de transe. Et toi, tu arrives et tu travailles juste en télépathie et avec l'énergie, et il se passe des trucs. Moi, je suis fascinée par ça, en fait. Et ça amène du changement. Au-delà de qu'il se passe des phénomènes, ça amène... C'est ça, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a une connexion qui se fait sur un autre plan, il y a ce langage qui arrive, donc ce langage originel, qui génère des choses aussi extraordinaires, et ça a un effet bénéfique pour la personne, immédiat, voire a posteriori. Donc tu te dis, waouh, c'est magique. Quoi qu'il se passe, à un moment donné, ça valide qu'il y a quelque chose. Donc finalement, le constat est là. Bon. Voilà. Un mot de la fin? Merci. Merci à toi, c'était un bon moment. Je pense que ça va plaire à pas mal de monde. C'est un sujet, on va dire, atypique, pas commun. Donc c'est pour ça aussi que je voulais te voir, c'est bien. Puis je laisserai tes coordonnées aux personnes
s'ils veulent te contacter. Avec plaisir. Tu es situé où, toi, Magali? Moi, je suis dans les Landes. Alors, je suis en dessous de Bordeaux. Je suis dans la forêt actuellement, dans un petit coin perdu dans la forêt. Et sinon, je travaille tout ce qui est Landes, Gironde. Je suis dans ces alentours-là, en fait. Bon, je mettrai ton site internet. Mais avec plaisir d'échanger, bien sûr. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont interpellé suite à une vidéo que j'avais postée sur la transe intégrative. Oui. Et voilà, avec plaisir aussi, comme toi, de partager et d'échanger. Encore une fois, ça permettra d'avoir de la matière. Tu vois, c'est une vidéo qui est là et qui est présente, puis qui va durer dans le temps. Et puis au moins les personnes ont accès un peu comme un bon vieux livre, comme j'aime dire, tu vois, les conférences comme on fait. Et puis après, chacun il prend ce qu'il veut. Bon. Super. Belle continuation à toi, puis à bientôt. Merci beaucoup, Marc. Au plaisir. Journée. Salut. Oui, salut, ciao. Ciao.